La tierra, la tierra te habla, su vientre canta. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Hallo, hallo, herzlich willkommen in unserem Kreis Ecofeminothek. Wir machen heute ein Virtual-Treffen, dank Positive Lab Berlin und dank Meet. Alors, notre rencontre virtuelle ce soir est possible grâce à Positive Lab Berlin et grâce à Meet. Eh bien, entrez, prenez le temps d'entrer dans ce cercle Ecofeminothek qui vient de s'ouvrir au son de la musique de l'artiste colombienne Diana Romero, une amie écoféministe, qui nous a offert ce chant qui invoque notre connexion à la Terre, qui invoque sa connexion à l'Amazonie, ainsi qu'à la divinité Orisha Oshunmare, le serpent arc-en-ciel qui embrasse le monde et qui symbolise la régénération, la renaissance. Voilà, pour vous dire sur quelle fréquence on vient de commencer tout ensemble. Alors, wir kommen rein mit der Musik der kolumbianischen Künstlerin Diana Romero. Sie hat uns dieses Lied geschenkt, das unsere Verbindung zur Erde, ihre Verbindung zum Amazonas beschwört, sowie zur Göttheit Orisha Oshunmare, eine Regenbogenschlange, die die Welt umarmt und Regeneration, Wiedergeburt symbolisiert. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Merci d'être avec nous, de nous rejoindre. Moi, c'est Émilie, ich bin Émilie. Alors, dites-nous tout de suite dans le chat où est-ce que vous êtes, d'où vous venez. Ihr könnt uns gerne sofort im Chat in Diskussion schreiben, wo ihr gerade seid. Und wir eröffnen jetzt einen Raum, in dem wir uns gegenseitig mit Neugier, ohne Vorurteile, ohne Bewertung zuhören werden. Alors, l'idée, c'est d'ouvrir ensemble ce soir un espace d'échange et de respect, sans jugement. Nous allons nous écouter avec curiosité et bien sûr, dans les deux langues. Alors, bienvenue à toi, Elisa. Salut, donc ce soir on vous invite à jongler entre les langues. Heute Abend werden wir zwischen Deutsch und Französisch hin und her jonglieren. Und wir öffnen jetzt einen Raum, wo wir uns eben mit den Worten eine neue Zukunft vorstellen wollen. Donc ce soir on ouvre un espace où nous voulons imaginer un nouveau monde grâce aux mots qu'on va utiliser. Pour l'instant, vous êtes tous en mute, vous êtes toutes en mute. Et plus tard, on vous laissera la parole. Mais n'hésitez pas à utiliser les Emoticons. Bisher sind wir alle noch, also sind Sie vor allem noch Silent Mode. Genau, und wir können die Reaktion benutzen, um zu zeigen, dass wir präsent sind, solange wir noch nicht das Mikro anhaben. Also können wir jetzt mal einen Test machen. Können wir uns alle gut hören? Donc, on va faire un test. Est-ce que vous pouvez entendre bien ce qu'on dit en utilisant les réactions? Voilà. Ou avec les signes, comme ça, c'est parfait aussi. Auch mit Handzeichen, das ist natürlich super. Donc, moi, c'est Elisa. Juste avant, c'était Émilie. Et maintenant, c'est Susan qui vous expliquera le déroulé de la soirée, car nous trois sommes ensemble ici ce soir pour co-modérer et pour faire en sorte qu'on s'entende toutes bien. Et pour donner la parole plus tard. Jetzt überlasse ich das Wort Susan. Vorher hat Emilie gesprochen und Susan erklärt uns jetzt, wie der Abend heute abläuft, weil wir drei werden zusammen co-moderieren und später auch dann allen anderen das Wort erteilen, die Beiträge leisten möchten. Merci Elisa. Alors bonsoir à toutes et à tous peut-être. Alors comment ça va marcher ce soir? Déjà, on vous invite à mettre vos vidéos en off pour le moment si vous ne participez pas. Et aussi à cliquer, vous pouvez cliquer sur un écran, l'écran de quelqu'un qui n'a pas de vidéo et ensuite cliquer en haut à droite sur masquer les vidéos sans intervenant. Comme ça, vous voyez seulement les intervenantes à l'écran et c'est plus simple pour vous. Voilà, super. Also, wie wird es heute funktionieren? Also, wir laden euch erstmal an, Ihre Videos
in Off zu stellen, damit ihr unsere Gäste entdecken könnt. Und dann müsst ihr auch auf einen Bildschirm ohne Video klicken und dann oben rechts auf Teilnehmer ohne Videoübertragung ausblenden klicken. Dann könnt ihr nur sehen die Leute, die gerade sprechen. Et ensuite, plus tard, quand on vous proposera de prendre la parole, vous pourrez rallumer votre caméra si vous souhaitez parler. On vous invitera à partager. Et ensuite, une fois que vous serez intervenu, vous pourrez de nouveau mettre votre Kamera sur Off. Also wenn ihr zum Sprechen und Teilen aufgefordert werdet, dann könnt ihr gerne eure Kamera anschalten, wenn ihr sprechen möchtet. Und dann werdet ihr nach einem zum Teilen aufgefordert. Und danach, wenn ihr fertig seid, dann könnt ihr Ihre Video wieder ausblenden. Und ihr könnt auch gerne, wie Elisa schon gesagt hat, auch gerne im Chat teilnehmen, wenn ihr lieber schreiben wollt. Also, comme Elisa l'a déjà dit, vous pouvez aussi participer dans le chat si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran ou parler. Au niveau du déroulé, on va passer donc la première demi-heure à présenter les 3 livres qu'on a lus ou lus en partie pour ce cercle d'introduction à l'écoféminisme. Et pour ça, on a 2 super invités ce soir. Alors déjà, il y a la philosophe française Jeanne Burgard-Goutal, qui est autrice du livre Être écoféministe, qu'on a lu pour ce cercle de lecture et qui nous fait aussi l'honneur d'être la marraine symbolique de l'Ecoféminothèque. Et on a aussi ce soir avec nous Jana Alietz, qui est une activiste allemande pour le climat et qui a été notamment très présente au sein de l'action Ende Gelände, qui est un grand mouvement citoyen contre l'extraction de charbon dans la Ruhr. Et elle a aussi monté l'action Sand im Getriebe, qui est une action pour protester contre la pollution des voitures. Also in der ersten halben Stunde stellen wir unsere 3 Bücher vor, die wir für diesen Einführungskreis von Ökofeminismus gelesen haben. Und dafür haben wir 2 tolle Gäste. Also die französische Philosophin Jeanne Burgard-Goutal, die ist die Autorin des Buches Être écoféministe. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Also wir haben dieses Buch, also einige von euch bestimmt haben dieses Buch für den Lesekreis gelesen. Und Jeanne macht uns auch die Ehre, die symbolische Patin für der Ecoféminothèque zu sein. Und heute Abend haben wir auch mit uns Jana Alietz, deutsche Klimaaktivistin. Und sie war sehr präsent bei der Aktion Ende Gelände. Das ist eine große Bürgerbewegung gegen den Kohleabbau im Ruhrgebiet. Und sie hat auch die Aktion Sand im Getriebe ins Leben gerufen, um gegen die Verschmutzung durch Autos zu protestieren. Also danke, dass Sie beide heute Abend mit uns sind und wir freuen uns sehr, Sie in diesem Kreis begrüßen zu dürfen. Merci à toutes les deux d'être avec nous ce soir. On est très, très heureuse de vous recevoir dans ce cercle de vision écoféministe. Ouais. On est trop contente. Alors, on continue sur le déroulé sur le programme de la soirée. Vers 19h30, on va ouvrir le cercle pour vous inviter à partager vos émotions, à partager les passages qui vous ont marqué, partager vos réactions. Et puis, vers 20h, on va évoquer ensemble les mots qui peuvent construire une utopie écoféministe. Also gegen 19:30 Uhr, in eine kleine halbe Stunde, 20 Minuten, eröffnen wir den Kreis und wir laden alle ein, eure Emotionen, Reaktionen mitzuteilen. Und gegen 20 Uhr werden wir überlegen, wie wir zusammen eine ökofeministische Utopie aufbauen können. 2 Aspekte noch. Für diejenigen von euch, die uns auf Facebook live folgen gerade, ihr könnt auch sehr, sehr gern kommentieren, denn Camille ist hier, um euch zu antworten. Und wir haben auch Axel im Team, die im Laufe des Kreises zeichnen wird, was für Bilder
spontan herauskommen von unserem Gespräch. Alors, pour celles et ceux qui nous suivent tout de suite en direct sur Facebook, eh bien, n'hésitez pas à commenter puisque Camille est là pour répondre à vos questions, à vos commentaires et ce sera elle qui se fera votre voix ici dans notre cercle. Et on a aussi dans l'équipe Axel qui va dessiner au fur et à mesure de la rencontre ce qui va spontanément jaillir. Alors Elisa, c'est à toi. On commence avec ce premier livre. Vous pouvez nous dire dans le chat si vous avez eu le temps de le lire parce que c'est quand même un gros morceau. Wir fangen mit diesem Buch an, Ökofeminismus, und das ist schon ein sehr großes Buch, mehr als 300 Seiten für 300 pages. Voilà, Elisa, du bist dran mit diesem ersten Buch Ökofeminismus de Maria Mies, donc une Allemande. C'est ça qui est super intéressant dans ce cercle franco-allemand et de Vandana Shiva. Ja, also Ökofeminismus, die Befreiung der Frauen, der Natur und der unterdrückten Völker, eine neue Welt wird geboren, ist für mich die Einführung eigentlich in den Ökofeminismus gewesen, weil ich vorher eigentlich noch nie davon gehört hatte. Pour moi, ce livre a été l'introduction dans le sujet de l'écoféminisme, parce qu'avant, je n'avais jamais entendu ce mot, mais en le lisant, je me suis rendu compte que j'étais écoféministe, en fait, parce qu'elles évoquent presque tous les sujets qui sont critiques envers notre système capitaliste. Sie sprechen nämlich über alle Themen, die irgendwie unsere kapitalistische Welt so betreffen. Ich hatte mich schon immer gewundert darüber, wie leer ich mich fühle und wie konsumgesteuert alles ist. Und das irgendwie war ein Gefühl, dass das alles so nicht richtig sein kann, dass das doch nicht alles im Leben sein kann. Je me suis toujours sentie vide d'une manière et je me suis dit que ça ne pouvait pas être tout, cette consommation et ce monde dans lequel nous vivions ici dans les pays riches. Il y avait aussi toujours cette culpabilité. Et ce livre donc m'a maintenant ouvert mon horizon, je ne sais pas si on dit ça en français aussi. Dieses Buch hat mir halt den Horizont jetzt total erweitert nochmal. Ich bin vor ein paar Jahren schon auf kapitalismuskritische Texte gestoßen, die damals mich auch schon wie aus einer Art Matrix geworfen hatten, wo man versteht, dass eben wirklich die multinationalen Unternehmen sind, die eigentlich bestimmen, wie die ganze Welt funktioniert und warum viele Ansätze und Lösungen überhaupt nicht umgesetzt werden. Aber die Frauen haben das jetzt nochmal so toll analysiert und in Verbindung mit dem Patriarchat gebracht. Donc, dans ce livre, les deux autrices, donc il y avait Vandana Shiva et Maria Mies, ont mis tout cela, toute cette destruction de la nature, cette consommation, le capitalisme, dans le contexte du patriarcat, que je n'avais jamais vu de manière aussi claire. C'est une analyse brillante. Et cela m'a fait aussi parfois donc pleurer. Manchmal habe ich beim Lesen des Buches angefangen zu weinen, als es zum Beispiel um die amoralische Wissenschaft geht, wo sie halt beschreiben, wie, also wenn ein Mensch noch forscht, müsste er doch irgendwann merken, dass etwas zu weit geht. Also das haben wir doch eigentlich in uns, denke ich, fühle ich als Frau so, aber vielleicht sind wir eben oft auch schon so abgespalten von unseren Gefühlen. Donc j'ai pleuré parfois quand elle parle par exemple de la science amorale, où les scientifiques en fait se déconnectent de leurs émotions et font des recherches qui parfois notre intuition nous dirait en fait que c'est pas bien. Et vers la fin en fait, quand on lit ça, c'est donc très enrichissant et éveillant, si on peut dire ça comme ça aussi, et décevant d'une manière en fait, parce qu'après on dit mais maintenant je fais quoi, on ne peut plus voir le monde de la même manière. Nach dem Lesen dieses Buches kann man die Welt eben nicht mehr auf die gleiche Weise betrachten. Alles kommt einem auf einmal anders vor, wirklich als ob man aus der Matrix aufwacht und sein Verhalten ändern möchte. Und dann kommt der Schlussteil, wo sie eben auch Projekte vorstellen von Frauenbewegungen in Köln und auch in Indien. Und das ist so motivierend. Am Ende will man eigentlich direkt loslegen und im Alltag aktiv werden, weil man sieht, was möglich ist, vor allem eben auf lokaler Ebene. Wenn wir nicht immer gleich die ganze Welt retten wollen, sondern erstmal gucken, wer braucht denn vielleicht in meiner Nähe Hilfe und was kann ich machen. Und da ist das Buch eben auch eine ganz tolle Inspiration gewesen. Et vers la fin du livre, donc, elle présente deux mouvements de femmes
un à Cologne en Allemagne et l'autre en Inde, qui ont eu du succès avec leurs actions, ce qui m'a vraiment inspirée à être active de manière locale, à ne pas sous-estimer en fait le pouvoir que nous avons dans notre cercle le plus proche en fait, dans notre commune, peut-être dans la famille, dans je sais pas. Et donc ce livre, c'est vraiment une introduction géniale au sujet et très difficile à résumer. Es war sehr schwer, dieses Buch zusammenzufassen, weil es so voll ist und so kompakt. Ja, aber das würde ich jetzt so dazu sagen. Und später können wir uns ja noch austauschen, was die anderen Leserinnen davon halten. Plus tard, donc, vous pourrez aussi nous envoyer vos commentaires, nous partager vos émotions, ce que vous avez ressenti en lisant ce livre. Et maintenant, voilà, je laisse la parole. Merci Elisa, ouais. On voit qu'il y a vraiment plein de questions qui émergent und man merkt auch, wie viel Fragen so ein Buch stellen kann und auch wie tief es berühren kann. Das ist wirklich die Kraft von dieser Literatur und nur ein Buch kann unsere ganze Vision, Weltwahrnehmung verändern. C'est ça qui est incroyable, je trouve, c'est que on voit comment un livre, cette littérature, en fait, rien qu'à travers un livre, peut vraiment nous amener à voir le monde d'une nouvelle façon. Donc, on va en parler dans la deuxième partie, mais ça fait vraiment bouger les lignes, cette littérature. C'est ça qui est très intéressant. Donc, wenn ihr Fragen habt, das machen wir dann ein bisschen später. Aber jetzt, Hélène, du bist dran. Du kannst deine Video wieder anmachen. Gestern hast du, Hélène, eine sehr schöne Lektürrezension gepostet. Und jetzt kannst du erklären, wie dieses Buch Réclame von Émilie H., eine Französin, auch dich berührt hast. Voilà, Hélène, c'est à toi. Tu as posté hier déjà un super compte-rendu sur Réclame d'Émilie H. Réclame qui est un recueil de textes écoféministes. Maintenant, tu vas nous raconter ce que ça a fait bouger en toi personnellement. Vous m'entendez bien? C'est bon? Ouais, Ok, super. Déjà, je suis ravie d'être parmi vous ce soir. C'est vraiment un grand bonheur pour moi. Donc, comme tu disais, Émilie, effectivement, je ne vais pas vous partager l'aspect rationnel du livre, mais vraiment mon ressenti, comme l'a si bien fait d'ailleurs Elisa sur le livre qu'elle nous a présenté. Donc, pour vous dire d'abord quelques mots sur Reclaim. Donc, en fait, le terme Reclaim en lui-même, c'est un terme qui rassemble des mouvements de terrain, de chercheuses, de théoriciennes qui se réapproprient ce qui a été mis du côté des femmes, comme par exemple la nature, les émotions, le foyer, dans une logique de dévalorisation et de destruction réciproque à la fois donc, du féminin et de tout ce qui est associé. Et le livre donc Réclame d'Émilie H., c'est une anthologie de 15 textes écoféministes et non pas sur l'écoféminisme. Et je pense que c'est une nuance qui est importante de préciser parce qu'en fait, ils sont vraiment le manifeste tangible et réel de l'expression des femmes du mouvement. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi souligner la pluralité de leurs formes, c'est-à-dire qu'on va y trouver aussi bien des poèmes, des récits, des textes argumentatifs, philosophiques, et d'ailleurs pas toujours de forme académique, et qui vraiment expriment en fait la multiplicité des expériences, des militantismes de ces femmes qui incarnent l'écoféminisme. Et en fait, j'ai aussi été frappée par la diversité des mouvements terrain dont ce livre témoigne. Et en plus, ces mouvements qui prennent parfois une coloration artistique. Je pense notamment aux femmes du Women's Pentagon Action qui sont allées tisser des écheveaux de laine, construire des grandes marionnettes. Et donc, c'est vraiment cette coloration artistique et poétique qui font qu'en fait, elles vont faire de la politique quelque chose qui leur ressemble et aussi qui me ressemble et me parle à moi personnellement. Et en fait, c'est cet aspect aussi dont j'aimerais vous parler ce soir, c'est que vraiment, au-delà de sa richesse et de son pluralisme, j'ai vécu ce livre comme une expérience, je dirais, d'introspection curative individuelle et très personnelle. Et je peux vous en donner quelques exemples. Donc, déjà, parmi les textes qui m'ont le plus touchée, je citerai celui de Suzanne Griffin. C'est un condensé en fait de plusieurs textes philosophiques et religieux évoquant la femme. Et je l'ai lu la boule au ventre. Et en fait, il a fait ressurgir, c'est assez fou, il a fait ressurgir en moi un souvenir qui était profondément enfoui. Et c'est celui du malaise latent que je ressentais quand j'étais au catéchisme, étant petite, face à certains passages de la Bible. Et en fait, c'est vraiment de ça que parle ce texte, et de toutes ces citations qu'il peut y avoir dans les textes historiques, religieux, etc., qui peuvent provoquer ça en nous, femmes, qu'on soit enfants ou même adultes. Il y a aussi le texte de Johanna Massy,
qui a été pour moi en revanche une bouffée d'oxygène. En fait, étant issue d'une famille de psychanalystes, j'ai toujours pensé que la détresse émotionnelle que je ressentais face à l'anéantissement de notre planète était quelque chose de très individuel et sûrement lié à quelques mécanismes inconscients sur lesquels il fallait que je travaille. Et voilà que je lis noir sur blanc que non seulement ce sentiment est partagé par d'autres, mais aussi tout à fait sain et utile. Et c'est pas que je m'en sois jamais doutée, mais en fait, le fait de le voir écrit, ça le rend soudain totalement légitime. Et pour moi qui suis manager dans une entreprise très ancrée dans le système capitaliste, la distinction que fait justement Johanna Massy entre pouvoir sur et pouvoir avec a vraiment mis des mots sur la réticence que j'avais à dominer, à imposer des décisions, alors que je l'entrevoyais jusque-là comme une faiblesse de ma part. Et lorsque Carole Pécrist évoque la nécessité de mettre en exergue, de représenter davantage le lien fort qui existe entre une mère et sa fille, ou même entre deux femmes, j'ai vraiment reconnu un paradoxe de mon quotidien, celui en fait d'expérimenter un lien aussi puissant et solide avec ma mère, avec mes sœurs, et d'ailleurs le lien le plus fort que j'ai jamais pu expérimenter jusque-là, mais d'un autre côté, de n'avoir pratiquement jamais eu aucune représentation d'un lien similaire entre deux femmes, que ce soit à travers des récits, à travers des films ou à travers ce qu'on nous relate de l'histoire. Et en fait, à ce moment-là, quand j'ai eu cette réflexion, je me suis vraiment demandé si j'étais essentialiste. Si est-ce que pour moi, en fait, ce lien presque sacré relevait d'une force supérieure profondément ancrée en nous, ou est-ce que c'était simplement une construction sociale par l'éducation que j'avais reçue au sein de ma famille? Et en fait, la vérité, c'est que j'en sais rien et peu m'importe. Parce que ce dont j'ai besoin maintenant, c'est de enfin pouvoir lire et relater ces histoires de femmes qui s'aiment, qui grandissent, qui construisent ensemble. Et c'est ce que je retrouvais en fait dans ce livre d'Emily H, de par les connexions de femmes qu'elle nous partage. Et c'est pour ça que je conçois vraiment cette œuvre comme un véritable manifeste de sororité. Bravo. Ich übersetze, was Hélène gerade zu dem Buch Reclaim gesagt hat, aber wir haben beschlossen, wir machen nur Zusammenfassungen. On va pas tout traduire tout le temps, on va parfois juste résumer. Et donc maintenant, je vais traduire ce qu'a dit Hélène en allemand pour nos spectatrices et spectateurs allemands. Also der Reclaim ist ein Begriff der Graswurzelbewegungen, die sich und von Forscherinnen und Theoretikerinnen, die sich zusammengeschlossen haben, um sich eben das zurückzuholen, was eben ihnen das Patriarchat genommen hatte, indem es Sachen, die typisch weiblich waren, abwertete und die sie jetzt wieder auf ihre Weise mit Wert füllen wollten. Und das Buch von Emily Ash ist eine Anthologie von 15 ökofeministischen Texten und kein Buch über Ökofeminismus. Und es ist halt sehr vielseitig, ebenso wahrscheinlich wie die Bewegung, also wie die Bewegung des Ökofeminismus selbst. Für Hélène war das Lesen wie ein heilender Prozess und das hat sie oft sehr berührt, eben weil es persönliche Geschichten von Frauen waren, die auf verschiedene Weisen ausgedrückt wurden, eben auch als Gedicht oder auf künstlerische Weise. Und am meisten war sie berührt von einem Text von Suzanne Griffin, die eine Zusammenfassung mehrerer philosophischer und religiöser Texte machte und die eben in Hélène eine Art Knoten im Bauch verursacht hat, weil sie an ihren Katechismus erinnerte und eben, dass viele Bibelzitate in ihr schon immer dieses Gefühl hervorgebracht haben, irgendetwas wäre falsch an den Frauen. Und ein anderer Text, der sie sehr berührte, war von Johanna Macy, aber der war für sie wie ein frischer Wind, weil sie kommt aus einer Familie von Psychoanalytikern und hat immer gedacht, dass ihre Betroffenheit darüber, dass die Welt quasi, die Natur vernichtet wird durch unser System, dass das etwas ganz Individuelles bei ihr war, dass mit ihr etwas nicht stimmt. Und nun, dank des Lesens dieser Texte der anderen Frauen, hat sie gemerkt, das teilen viele andere Menschen auch. Und jetzt möchte sie einfach nur noch mehr Geschichten von anderen Frauen lesen und merkt, dass dieses Buch ein Manifest für Sisterhood ist, sozusagen, für Schwesternschaft. Und dass es jetzt an der Zeit ist, dass wir uns gegenseitig unsere Geschichten erzählen und zuhören und zusammen als Frauen eben alles miteinander teilen und eine neue Welt aufbauen.
Merci Émilie et merci Hélène d'avoir partagé tes émotions par rapport à ce livre. Danke Elisa und danke Hélène, dass du deine Gefühle und Emotionen über dieses Buch geteilt hast. Ich denke, du bist nicht die Einzige, die das gefühlt hast. Je pense que Hélène, tu n'es pas la seule à avoir ressenti ce genre d'émotion en lisant tous les textes de Reclaim. Maintenant, on va passer au troisième ouvrage de notre liste d'introduction. Donc, c'est un livre qui est sorti l'année dernière en 2020. Et donc, il s'agit d'un livre qui explore la diversité des théories et des pratiques écoféministes et qui ressemble un peu à un road trip philosophique. Donc, c'est Être écoféministe de Jeanne Burger-Guttal. Also nun kommen wir zum dritten Buch, die wir gelesen haben, dritten Buch von unserer Anführungsliste. Also das ist ein Buch, das letztes Jahr 2020 erschienen ist. Und es ist ein Buch, das die Vielfalt von Theorien des Ökofeminismus erkundet. Und das ist auch ein bisschen so wie einem philosophischen Roadtrip. Und das ist Être écoféministe von Jeanne Burger-Guttal. Also, da Sie uns, Jeanne, die Ehre erweisen, bei uns zu sein, wollten wir, um dieses Buch zu präsentieren, dass Sie uns ein bisschen erzählen, wie Sie es konzipiert haben. Donc, Jeanne, comme vous nous faites l'honneur d'être là ce soir, on avait envie, pour présenter ce livre, que vous nous disiez un peu comment vous l'avez conçu. Déjà, je vous remercie de m'avoir invitée et je suis très honorée d'être la fée marraine de ce cercle. Alors, en fait, c'est émouvant de vous entendre parler des autres ouvrages parce que moi aussi, évidemment, avant d'écrire sur l'écoféminisme, j'ai lu dessus. Et j'ai commencé moi aussi par Écoféminisme de Mariamis et Vandana Shiva. Et ça a été, comme pour Elisa, un choc. En fait, avant de le lire, j'avais vu un documentaire de Colin Serrault qui s'appelle Solutions locales pour un désordre global, dans lequel apparaît Vandana Shiva. Et les impressions que vous avez décrites toutes les deux, de soudainement reconnaître ou trouver la formulation d'une prise de conscience qui jusque-là était une sorte de sentiment confus, donc le sentiment de vide que décrivait Elisa, que c'est pas possible que le monde et que la vie ça soit juste ça, ou le sentiment de mal-être au catéchisme ou plus généralement lié au discours ou aux représentations qu'on peut avoir des femmes dans les films, dans les discours ambiants. Tout ça, c'est vrai que moi, c'est ça aussi que j'ai ressenti en découvrant ces ouvrages. L'impression que tout d'un coup, on me révélait quelque chose que j'avais pressenti sans l'avoir formulé moi-même. Du coup, j'ai voulu plonger dans la nébuleuse écoféministe et en fait ça a été 7 années de recherche assez intense et donc la façon dont mon ouvrage est conçu, bon en vrai il est beaucoup plus cohérent que la vie réelle. Donc dans le livre on suit un cheminement qui est une reconstruction parce que c'était beaucoup plus bordélique que ça en vrai, qui commence par une exploration théorique. Puisque au début, donc moi je suis professeure de philosophie au lycée et en parallèle de l'enseignement, j'avais commencé une thèse de doctorat pour explorer ce sujet et avoir un cadre pour le faire. Donc au début, c'était vraiment une exploration purement abstraite, philosophique, à travers des livres, dont les livres dont vous avez parlé et puis plein d'autres. À comparer les théories, essayer de comprendre ce que voulaient dire les écoféministes, pourquoi, quels étaient leurs arguments. Et c'est vrai que déjà, rien que sur le plan théorique, c'est d'une richesse infinie, parce que ça ouvre des pistes à la fois en philo, mais aussi en sociologie, en histoire, en théologie, en psychologie, en économie. Ça permet en fait de relire tous les domaines des sciences humaines, et même des sciences naturelles, sous des angles complètement inédits, où tout d'un coup, au lieu de voir les choses du point de vue de l'homme, on s'aperçoit qu'il y a d'autres points de vue à travers lesquels les voir et que ce n'est pas la même chose qu'on voit. Donc il y a eu cette première phase d'exploration théorique. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte, mais ça m'a pris quand même quelques années,
je me suis rendu compte que l'approche théorique rencontrait des limites et qu'il fallait vraiment que je plonge dans la réalité, ce qu'on a toujours un peu des réticences à faire en tant que philosophe. Et donc là, ça a été toute une phase de rencontres, d'immersion, d'expériences dans différents endroits de France, également en Inde, où j'ai passé du temps dans l'ONG de Vandana Shiva. Parce que la question qui m'a animée au bout d'un moment, c'était, bon, ok, j'ai compris maintenant les théories, les utopies, les idéaux, etc. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a les principes et les idéaux, face à la réalité et dans la pratique, qu'est-ce que c'est être écoféministe? Comment ça peut s'incarner dans la réalité? Sachant que la difficulté, c'est que la réalité, elle est précisément le contre-pied de l'écoféminisme. Elle est décrite comme capitaliste patriarcale. Donc, comment on s'insère dans le tissu d'une réalité structurée de cette façon-là, sachant qu'on cherche l'inverse. D'où voilà, différentes rencontres, expériences qui ont été à la fois source parfois de désillusions, parfois de nouveaux questionnements que je n'avais pas anticipés, parfois de découverte des compromis qu'on doit faire face à la réalité quand on ne veut pas juste rester dans l'utopie mais agir. Et voilà, au final, il en ressort ce livre qui essaye du coup de cerner un petit peu l'écoféminisme dans sa complexité pour aller au-delà des clichés qu'il y a parfois autour de sa médiatisation qui simplifie énormément cet ensemble qui en fait est beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe que ce qu'on en sait généralement. Also ich fasse jetzt zusammen, was Jeanne beschrieben hat. Also zunächst ist sie genauso wie wir auch durch das Buch von Vandana Shiva und Maria Mies und andere Werke in das Thema reingekommen, eben zunächst theoretisch, und es hat ihr ganz neue Sichtweisen eröffnet, sodass sie sogar ihre Abschlussarbeit im Philosophiestudium dazu genutzt hat, um das mehr zu untersuchen, die Theorie. Und dann hat sie sich ein Jahr lang in intensive Recherchen gestürzt, um alles herauszufinden, und hat eben auch festgestellt, dass die Theorie eben auch immer ihre Grenzen hat und dass es dann auch sehr schön ist in der Theorie darüber zu sinnieren, was jetzt alles an Utopien entstehen könnte, aber was bringt uns das jetzt konkret in der Praxis? Und deshalb hat sie ihr Buch eben so strukturiert, dass sie zunächst quasi versucht, aus diesen ganzen verschiedenen Bereichen, die der Ökofeminismus berührt, wie die Philosophie, die Soziologie, Kapitalismus, Wirtschaft, quasi theoretisch erstmal das so zusammenzuführen und zu strukturieren. Das Buch ist auch viel strukturierter als dann im echten Leben quasi oder in unserem Kopf das vielleicht dann erscheinen kann. Und dann ging es aber eben auch um den zweiten Teil. Was ist jetzt mit diesen Theorien? Und es war ihr wichtig, eben auch dann zu gucken, was machen wir jetzt konkret mit all diesem Wissen? Mit diesem Unterschied, den wir jetzt auf diese unterschiedlichen Sichtweise, die wir auf die Welt haben. Denn die Realität ist ja immer noch Kapitalismus und Patriarchat, und da müssen wir ja irgendwie, wir sind damit drin. Und deshalb hat sie dann auch Zeit in Indien verbracht und in anderen direkt quasi mit den Bewegungen sich auch ausgetauscht und eben dann auch den zweiten Teil des Buches der Praxis gewidmet. Danke, Lisa. Ja, was machen wir konkret? Das ist genau deshalb haben wir auch Jana Alietz eingeladen, um diese Frage zu beantworten. Ouais, c'est toute la question en fait que pose ces livres. Une fois qu'on les a lus, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment est-ce qu'on passe à l'action? Donc, on va en profiter pour demander à Jana Alietz, qui est activiste climat depuis de nombreuses années en Allemagne. Elle est engagée politiquement pour un changement profond de la société. Alors, comment est-ce que ces lectures écoféministes, justement, ont pu inspirer son parcours militant? Alors, Jana, Sie sind seit vielen Jahren Klimaaktivistin. Sie sind politisch auch sehr engagiert für eine tiefe Veränderung der Gesellschaft. Wie haben all diese ökofeministischen Lektüren Ihren aktivistischen Weg vielleicht inspiriert? Ja, guten Abend an alle. Vielen, vielen Dank an die Einladung. Ich freue mich sehr. Als ich die Einladung bekommen habe, musste ich nicht lange überlegen. Ich hatte große Lust dazu und ich merke, dass ich jetzt in dieser kurzen Zeit schon ganz viel gelernt habe, euch zuzuhören.
wie ihr diese Bücher gelesen habt und was ihr dabei mitgenommen habt. Ganz, ganz schön. Und ich habe mich dabei erinnert, ich habe so das Gefühl, bei mir gab es eigentlich so zwei ökofeministische Erweckungen so in meiner Laufbahn. Ich habe Politikwissenschaften studiert und habe dort einen sehr starken Fokus auf Feminismus und Postkolonialismus gelegt und mich dort eben auch mit der ökofeministischen Theorie beschäftigt. Damals viel auch Vandana Shiva und Maria Mies auf jeden Fall gelesen. Die publiziert ja schon seit den 60ern. Aber auch Bina Agarwal zum Beispiel. Und für mich war das damals auch so, das sprach mir aus dem Herzen. Ich war damals noch eher sehr theoretisch, wissenschaftlich geprägt. Aber es war damals schon so, dass ich mich so angesprochen gefühlt habe. Und gleichzeitig hatte ich in meiner Lebenswelt keinen Resonanzraum dafür. Und deswegen gab es eigentlich eine zweite Erweckung ein paar Jahre später, als ich dann anfing, mich auch vor allen Dingen in der Klimagerechtigkeitsbewegung zu engagieren, wo all diese Theorie plötzlich begann, auch ganz praktischen Sinn zu machen. Und ich eben gemerkt habe, diese Unterdrückungsverhältnisse so stark miteinander verbunden sind, kann ich nicht einfach nur fürs Klima kämpfen. Und weil wir eine Klimakrise haben, und weil wir Ökofeministinnen sind, wissen wir, dass das ganz viel mit dem Patriarchat zu tun hat. Und diese beiden Unterdrückungsformen wiederum eng verbunden sind mit rassistischen, kolonialen Ausbeutungsstrukturen, mit klassistischen Verhältnissen und all das eben mit dem Kapitalismus verbunden ist. Und dass wir nicht einfach nur für saubere Luft kämpfen, sondern wir kämpfen für mehr Gerechtigkeit. Das ist so ein bisschen so ein verbindender Faktor. Und ich merke halt, dass diese Lektüre vor vielen Jahren im Studium, es ist bei mir schon ein paar Jahre her, mir wie so eine Brille gegeben hat. Ne? Also es ist wirklich so, das ist meine ökofeministische Brille, die ist immer da, die kann ich gar nicht ablegen. Ja? Und deswegen bereichert sie meinen Aktivismus. Sie macht ihn auch manchmal schwieriger und komplizierter. Aber ja, es geht immer ums große Ganze. So. Ich mache hier erstmal einen Punkt. Warum macht es schwieriger? Naja, also in dem Moment zum Beispiel ganz, ganz praktisch betrachtet, wenn wir zum Beispiel eine Aktion zivilen Ungehorsams wie bei Ende Gelände oder Sand im Getriebe organisieren und wir wollen Texte veröffentlichen, dann müssen die komplex sein und sehr reich sein. Ne? Das ist das eine, aber auch zum Beispiel im Plenum, wenn wir miteinander diskutieren, dann bleiben patriarchale Verhältnisse ja nicht an der Tür stehen. So. Also die warten ja nicht draußen, sondern die sind da auch drin. Und dann kämpfen wir auch im Plenum dafür, dass auch als Frauen gelesene Personen oft genug zu Wort kommen. Wir reflektieren sehr viel. Ich kann keine Aussage über Frankreich machen, aber in Deutschland, wir sind eine ganz schlimme Kartoffelbewegung. Ne? Also wir sind viele weiße AkademikerInnen, haben kaum schwarze Menschen oder zu wenig sichtbare schwarze Menschen in der Bewegung. Und solche Fragen müssen wir uns stellen. Die macht das teilweise komplizierter, den Aktivismus, weil wir uns noch diese zusätzlichen Fragen stellen und nicht nur die Frage stellen, wie besetzen wir das Kohlekraftwerk? Ja? Aber es ist total wichtig. Es ist total wichtig. Vielen Dank. Jetzt kann Susan probieren, es zusammenzufassen. Ich bin auch da, Susan. Dankeschön. N'hésite pas. Danke, Yana. J'ai pris des petites notes. Yana disait qu'elle a eu 2 grands moments de révélation écoféministe dans sa vie. Déjà, le premier, c'est quand elle était étudiante en sciences politiques et qu'elle a eu des cours notamment sur le féminisme et qu'elle a découvert les théories écoféministes, donc avec le livre Ecofeminismus de Maria Mies et Vandana Shiva et avec d'autres œuvres aussi. Et ça lui a donné les lunettes écoféministes qui font qu'on voit tout différemment. Et puis un deuxième moment de sa vie, c'est quand elle s'est engagée pour le climat. Donc elle est passée de la théorie à la pratique et qu'elle s'est rendue compte en fait que le problème n'était pas seulement un problème écologique, un problème de climat, mais que tout était lié. Donc, par exemple, le patriarcat, le racisme, etc., et que tout était interconnecté. Et elle disait ensuite, en réaction à la question de Émilie, que c'était très compliqué d'être dans la pratique de l'écoféminisme parce que, par exemple, dans les actions
pour le climat, le patriarcat ne disparaît pas, le racisme ne disparaît pas, et qu'apparemment, apparemment, c'est sûr d'ailleurs, les mouvements écologistes, en tout cas dans nos pays, en France et en Allemagne, sont aussi très blancs. Et donc, il faut sans cesse se battre pour lire des ouvrages de femmes, de personnes racisées et donner de la place aussi à ces personnes-là. Donc, elle insistait sur le fait que tout est vraiment lié. Et c'est ça qui complexifie aussi le fait de passer à la pratique. Donc, et comme ici, on veut ouvrir un espace pour créer des mots ensemble, maintenant, on invite tout le monde à s'exprimer au sujet des livres que nous venons de présenter. Jetzt öffnen wir den Raum, damit auch alle sich beteiligen können und ihre Gefühle beschreiben können zu dem, was diese 3 Bücher, die wir gerade vorgestellt haben, und auch was Jana als Aktivistin mitgeteilt hat über ihre Gefühle, ob sie das auch so empfinden und wie der Alltag von allen hier mit aussieht. Donc, d'abord, les règles. Si vous voulez prendre la parole, vous allumez vos vidéos, mais vous gardez le son en mute, et nous, on va distribuer la parole et on vous invitera donc à désactiver le mode mute pour parler. Ganz wichtig noch die Regeln, bevor wir alle jetzt uns mit einmischen können quasi. Wenn jemand sprechen möchte, muss er einfach nur das Video aktivieren, dann sehen wir, dass die Person sprechen möchte, aber noch den Stummmodus anlassen und erst wenn wir euch aufrufen, dann den Stummmodus ausschalten und dann gehört das Wort euch. Genau. Donc, voilà. C'est le moment où on vous invite vraiment à prendre cet espace, puisqu'il est fait pour ça. Da laden wir euch wirklich ein, ne? Reinzukommen und da mit uns einfach zu tauschen, unsere Gäste zu fragen, weil dieses Raum ist jetzt für euch gedacht und das ist versprochen nicht schmerzhaft. Ça va pas faire mal, on vous le promet. Peut-être en attendant que quelqu'un veuille prendre la parole, je pourrais poser une question à nos invités. Carrément, vas-y. J'ai d'abord une question à Jeanne. Et comment vous sentez tout ça aujourd'hui, que vous avez publié ce livre, que vous voyez que ça inspire d'autres femmes? C'est quoi cette sensation? C'est possible de le mettre en pratique, tout ça? Also meine Frage an Jeanne ist, wie sie sich jetzt fühlt, wo sie so ein Buch geschrieben hat und merkt, dass das eben was auslöst in den Leserinnen, dass wir das jetzt zum Beispiel auch hier besprechen und wie ihr Eindruck jetzt ist, quasi, ob das möglich ist, den Ökofeminismus in der Praxis zu leben oder wie sich das jetzt für sie anfühlt. Déjà, ce qui est assez enthousiasmant, c'est qu'effectivement, contrairement à quand j'ai commencé mes recherches, c'est-à-dire en 2012, je crois, où j'avais vraiment l'impression d'être toute seule à m'intéresser à un truc obscur. Là, je vois effectivement qu'il y a un changement de contexte total et qu'il y a vraiment un intérêt énorme pour le mouvement, son histoire, ses théories, et un questionnement que je crois vraiment sincère et de plus en plus répandu sur les façons de pouvoir incarner ou mettre en pratique dans la réalité des formes d'écoféminisme. Après, je constate, comme Yana, que c'est très complexe, puisque effectivement, un des points forts de l'écoféminisme sur le plan théorique, mais qui du coup le rend très difficile en pratique, c'est cette volonté de penser et d'agir de façon interconnectée sans délaisser une lutte au profit d'une autre. De refuser par exemple une stratégie féministe qui aurait des implications de dégradation de l'environnement ou d'exploitation du travail de femmes plus pauvres ou plus précaires ou racisées ou dans des pays lointains, etc. Donc ça fait que c'est difficile de savoir par quel bout prendre les choses. S'il faut changer tout d'un coup, mais comment ou sur quoi on peut faire des compromis, lâcher du lest, etc.
Et ça fait que la mise en pratique reste aujourd'hui, même s'il y a donc cet intérêt qui se répand, la mise en pratique reste difficile. Et je pense qu'il y a aussi vraiment une interrogation, notamment là dans la foulée des confinements, etc., sur jusqu'où on peut aller. Par exemple, moi, dans ma trajectoire, c'est une question que je me suis posée, et pas que à titre théorique, c'est-à-dire il y a un moment où j'ai complètement pété un boulon et où j'ai vécu en semi-autonomie, voilà, dans un lieu sans eau courante, sans électricité, avec des moutons et tout, en me disant c'est ça, en fait, il faut aller à fond dans la décroissance, c'est le seul moyen. Puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'étais dans une sorte de bulle où socialement je servais à rien et où en plus il y avait une sorte d'entre-soi, donc que entre personnes qui ont à peu près les mêmes idées politiques, etc. Donc ce que je trouve contraire aux idées du mouvement. Donc j'ai remis la barre dans l'autre sens en me disant bah non, je retourne dans la société, je retourne enseigner dans l'éducation nationale, dans un lycée public, et c'est là que je peux trouver comment modifier mes pratiques d'enseignement pour transmettre autrement, pour évaluer autrement, pour avoir un rôle qui ne soit pas de reproduction sociale, mais de transformation sociale. Et en fait, il me semble que, si je parle de mon exemple, c'est que je crois qu'en fait, c'est un questionnement qui est assez généralisé aujourd'hui. C'est-à-dire, je pense qu'en fait, il y a peu de personnes qui sont prêtes à aller vraiment dans des formes très radicales de décroissance. Et que moi, avant, ça me paraissait du coup une sorte de demi-mesure. Et finalement, j'ai un peu mis de l'eau dans mon vin et je me dis que il y a effectivement une sorte de maturité du mouvement où aujourd'hui, je crois que la question n'est plus de rêver à une utopie hyper extrême qu'on fera jamais, mais à trouver comment, dans tel ou tel positionnement social où on se trouve, on peut, de cette façon-là, avoir une action transformatrice. Ce qui est inconfortable. Enfin, par exemple, voilà, moi, dans l'enseignement, il y a des fois, je me dis, oh là là, mais je fais n'importe quoi, les parents, est-ce qu'ils vont être d'accord, etc. Donc, c'est aussi ça met en décalage avec le réel, mais au moins ça rend l'action possible. Et voilà, il me semble qu'on est à cette phase de sorte de maturité du mouvement, de renoncer à l'espèce de radicalité adolescente de je vais vivre toute nue dans la nature, et de trouver comment on fait dans une réalité durable, pérenne et partageable avec des gens qui ne partagent pas non plus le même point de vue, les mêmes idées, donc pas dans un entre-soi militant. Ich übersetze ganz kurz eine Zusammenfassung und dann können wir Julia das Wort erteilen. Je vais juste traduire ce qu'elle vient de dire en allemand et ensuite on donnera la parole à Julia. Achso, auf Deutsch. Jeanne hatte zunächst, nachdem sie dann eben all das entdeckt hatte, auch beschlossen, jetzt konkret in die Natur zu ziehen und wie sagt man eigentlich auf Deutsch, Décroissance, Entwachst, also Konsumbefreiung, sagt Maria Mies. Im deutschen Kontext sagt man Postwachstum oder Entwachstum ist nicht so ein schönes Wort. Aber Postwachstum ist es die Postwachstumsbewegung. Postwachstum, also ging sie direkt in die Natur und hat dort mit Schafen gewohnt und ohne fließendes Wasser und dann aber irgendwie festgestellt, dass sie da eben auch in einer kleinen Blase von Menschen waren, die ja sowieso auch schon dachten wie sie und dass sie da jetzt nicht mehr so viel für die Gesellschaft tun kann, für die Menschen, die das eben alles noch gar nicht so entdeckt haben und einfach weitermachen. Also ging sie dann wieder zurück und hat halt eine Stelle als eine Lehramtsstelle angenommen, um eben zumindest dann das weiterzugeben, ihr Wissen, und setzt das dort in die Tat um, weil sie dort eben den Eindruck hat, sie macht da so ein bisschen Rebellentum quasi, dann, dass die Eltern nicht so ganz einverstanden sein werden mit dem, was sie den Kindern da erzählt. Aber sie merkt, sie kann auf dieser Ebene dann doch etwas tun und dass eben die Bewegung auch inzwischen viel mehr Leute erreicht und eine gewisse Reife hat. Ja, so würde ich das jetzt zusammenfassen. Donc, Julia, tu veux prendre la parole? Faut désactiver le...
Okay, also erstmal einen schönen Abend und vielen Dank für die Möglichkeit, hier daran teilzunehmen. Und ich hätte eine Frage in Bezug auf die Digitalisierung, worüber jetzt noch gar nicht so viel gesprochen wurde, als vielleicht auch eine Möglichkeit, eine Chance, ja, für den Ökofeminismus ja, größer zu werden. Ja, eigentlich eine Frage an alle Teilnehmerinnen, wie ihr das bewertet. Alors, je traduis rapidement. Yulia demande ce que pensent nos deux invités du fait qu'on voit parfois la digitalisation, non, c'est pas ça Oui, qu'on si, dit en si, la français. numérisation. Numérisation, comme une chance pour l'écoféminisme de devenir un mouvement plus grand. Sachant que là, c'est justement ce qu'on essaye aussi un peu de tisser, c'est de se connecter, se reconnecter sur un niveau franco-allemand. Et regardez, on le fait en online pour le moment. Donc, on va dire que c'est un des premiers pas. Mais c'est vrai que ce serait intéressant d'écouter Jeanne et Jana là-dessus. Also, wir machen es, wir probieren es jetzt digital zwischen Deutschland und Frankreich. Über Ökofeminismus zu sprechen und gemeinsam und auch wenn wir verschiedene historischen Kontexte haben, das ist auch, was wir später Jana fragen werden, aber da ist es auch sehr interessant, Jana und Jan darüber zu hören. Jana ou Jeanne, laquelle de vous veut commencer? Ich habe auf jeden Fall einen Impuls zu der Frage, eine spannende Frage. Ich glaube, dass die Digitalisierung wird so gerne als Chance gesehen für alles. Ja? Also es ist so ein bisschen, ich glaube, die Frage ist immer, in welchem Kontext Technik benutzt wird. Letztendlich ist es ja eine Frage darüber, inwiefern uns Technik weiterbringt. Und, oder es sind zwei Fragen, Technik, aber auch der digitale Raum. Vielleicht nochmal zum ersten digitaler Raum. Ich wäre so ein bisschen vorsichtig damit, zu optimistisch zu sein, weil wir eben auch sehen, dass auch in digitalisierten Räumen durch Digitalisierung Machtverhältnisse weiter reproduziert werden. Und wenn das der Fall ist, dann wir sind ja nicht durch einen digitalisierten Raum in irgendeiner Form alle gleich. Oder wenn wir uns angucken, wie zum Beispiel künstliche Intelligenzen strukturiert sind, die werden oft übrigens von weißen Dudes programmiert und die geben auch ihre Perspektive auf die Welt, also und können dann zum Beispiel rassifizierte Menschen nicht erkennen, also solche Sachen. Das heißt, das muss man erstmal reflektieren. Und zum anderen, finde ich, steckt eben in der Frage die Frage nach Erlösung durch Technik. Und eine ökofeministische Perspektive und eine, die eben auch wachstumskritisch ist. Ich bin sehr dankbar, dass Jean das jetzt auch nochmal so ausführlich angesprochen hat. Sollte uns davor warnen, uns auf technische Lösungen irgendwie da die Erlösung zu erwarten. Ja? Auch dort werden Machtverhältnisse wieder reproduziert und mit dem sogenannten grünen Kapitalismus, mit grünem Wachstum sind zahlreiche Probleme verbunden. Und ich glaube, das ist für mich auch die Essenz einer ökofeministischen Position, dass ich eben mich nicht mit kleinen Verbesserungen zufrieden geben kann. Ich kann mich nicht damit zufrieden geben, wenn Frauen mehr Wahlrechte haben oder im Parlament besser vertreten sind, wenn gleichzeitig rassistische Ausbeutung noch stattfindet, wenn gleichzeitig die Klimakrise voranschreitet. Ich kann mich nicht damit zufrieden geben, dass Elektroautos auf den Straßen unterwegs sind, wenn diese Autos nach wie vor viele Menschen tot waren, ja, und die Ressourcen aus Ländern des globalen Südens kommen. Ich kann mich nicht mit einem schicken Baumwolle-T-Shirt zufrieden geben, wenn ich weiß, dass es von armen Näherinnen in Bangladesch zusammengenäht wird. Also das ist so, dieser Zusammenhang ist halt immer da, ja. Und deswegen, Digitalisierung kann eine Chance sein, aber die Frage ist immer, wie. Danke, Jana. Alors, Jana nous dit que la technique et le numérique peuvent être une chance pour l'écoféminisme comme pour tout. Et ce qui est important, c'est de voir comment on l'utilise et ce que ça peut vraiment nous apporter. Elle parle, par exemple, au niveau du numérique, de la technologie, des intelligences artificielles ou de toutes ces choses-là qui sont en fait créées par des hommes blancs et donc qui reproduisent certains patterns de misogynie, racisme, etc.
Et la technique ne fait pas tout, c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément attendre de la technique qu'elle règle tous les problèmes. Et elle prenait des exemples en expliquant que c'est très bien d'avoir des voitures électriques, mais ça crée toujours des accidents, ça crée aussi de la pollution, alors peut-être pas avec les gaz, mais avec les matières premières. Il ne suffit pas d'avoir des t-shirts en coton bio s'ils sont faits par des enfants au Bangladesh, et que du coup, c'est encore une histoire d'interconnexion en fait. Ce qui est important, c'est de voir comment on utilise la technique pour arriver à nos fins ou essayer d'arriver à nos fins. Jeanne, est-ce que vous avez envie de répondre à ça? Est-ce que c'est une chance pour le mouvement écoféministe? Moi, je ne crois pas du tout que ce soit une chance. Je crois que c'est une sorte de pis-aller parce qu'en ce moment, on ne peut pas faire autrement. Mais qu'au contraire, en fait, la critique du système technologique et technoscientifique, elle est au cœur de l'écoféminisme, comme de beaucoup de pensées liées à l'écologie politique, à l'écologie profonde, à l'écologie radicale, etc. En ce qui concerne Internet, par exemple, alors je ne sais pas exactement comment ce chiffre est calculé, mais on dit que si Internet était un État, ce serait le 3e plus gros pollueur du monde. Donc, ça n'est pas du tout sans conséquences environnementales quand on fait les choses de façon numérique. En fait, là, on est en train... Il y a un énorme paradoxe à parler d'écoféminisme sur Internet. Et si on fait un calcul coût-bénéfice, je ne sais pas, au final, si on est en train de... répandre des idées qui vont avoir des conséquences bonnes pour l'environnement, ou bien si en fait on est juste en train de polluer via Internet. En tout cas, il y a vraiment une tension entre les moyens et les fins qui est pour moi très problématique. Néanmoins, j'accepte de participer à des choses sur Internet parce que effectivement, en ce moment, c'est la seule manière de faire. Mais je crois qu'il faut vraiment être vigilant et que, comme l'a souligné Yana, au cœur de l'écoféminisme, par exemple dans Écoféminisme de Maria Miss et Vandana Shiva, pour parler encore de cet ouvrage, elles sont vraiment très très claires sur cette critique non seulement des technologies en tant que dispositif matériel, mais même de la technologie ou de la technique en tant qu'idéologie ou en tant que manière de poser les problèmes et de chercher des solutions. Et ce qu'elle dit, c'est en fait on est dans une sorte de mode de pensée où on va analyser les problèmes en termes techniques et donc chercher des solutions techniques. Exemple, l'électroménager est censé libérer les femmes des tâches ménagères, ce qui évite de trouver une solution sociale, c'est-à-dire les hommes aussi peuvent libérer les femmes des tâches ménagères. Elles appliquent même cette analyse à la contraception, en disant en fait, on a voulu libérer les femmes du fardeau de leur fécondité par une solution technique, donc pilules contraceptives, chimie, stérilet, etc., ce qui est une manière de ne pas prendre le taureau par les cornes et d'éviter la solution sociale qui serait apprendre aux hommes comment faire autrement, comment avoir des pratiques qui permettent de prendre en charge ensemble cette question-là. Et donc, il me semble qu'il y a vraiment une grande réflexion à avoir là-dessus et que non seulement Internet, mais tous les ordinateurs qu'on utilise, les smartphones. Par exemple, moi, je n'ai pas de smartphone, j'ai un petit téléphone pourri. Mes élèves se moquent de moi, ils pensent que je suis dealeuse et tout ça. Mais en tout cas, sur la façon dont ces objets sont produits, pour moi, il y a presque une contradiction, en fait, dans cette idée qu'il y aurait un atout pour l'écoféminisme ou pour l'écologie en général, en fait, lié à la digitalisation. Also ich fasse zusammen. Also Jeanne warnt davor, das als Lösung oder Chance zu sehen, weil dahinter eben quasi, also die Digitalisierung als Lösung oder Chance zu sehen, um quasi dem Feminismus weiter voranzuhelfen, weil es eigentlich schon paradox ist, weil eben gerade der Ökofeminismus ja auch das kritisiert, dass immer die technischen Lösungen herhalten sollen und die eben oft auch von Männern kreiert werden. Und zum Beispiel ist eben das Internet auch wenn das als Land gemessen würde, der drittgrößte Verschmutzer
sodass es jetzt gerade auch eher ein Paradox ist, dass wir online über diese Themen sprechen. Wobei es ja eben gerade auch sowieso schwer ist, es anders zu machen, sich anders zusammenzufinden und zu vernetzen. Aber es ist eben wichtig, dass wir darauf achten. Und sie hat eben auch nochmal gesagt, dass eben die Technik gerade auch ein Teil der Ideologie ist und des Patriarchats, wenn eben versucht immer wird, mit technischen Lösungen zum Beispiel auch, um die Frauen zu befreien, wird halt Elektrogeräte für die Küche erfunden, anstatt eben mal sich zusammenzusetzen mit den Männern und die Hausarbeiten einfach aufzuteilen, gerechter. Oder eben bei der Schwangerschaft und Verhütung würden Chemie und technische Lösungen, die den Frauen irgendwo auch Gewalt antun mit OPs und keine Ahnung, was alles nötig ist, anstatt dass man sich zusammensetzt und guckt, wie man eben zusammen die Verantwortung aufteilt, wenn eben eine Schwangerschaft entsteht oder eben bei der Sexualität sich zusammen überlegt, wie man vermeiden könnte, schwanger zu werden. Ja, oder eben auch beim Internet ist eben auch schwierig, weil wir benutzen ja auch alle die Geräte dafür, um uns zu verbinden und die sind ja auch wieder Ressourcen. Und Jeanne, da mussten wir halt kurz so lachen, hat ein ganz altes Telefon, auch so, dass ihre Schüler denken, sie wäre Dealerin. Ja, das finde ich auch noch lustig, das mit hinten anzufügen. Also sprich, wir sollten wachsam sein auf Digitalisierung oder überhaupt, wenn uns etwas Technisches gepriesen wird als Chance. Es hat Vorteile, aber eben immer wachsam sein und aufpassen, dass wir das jetzt nicht das wieder als Ideologie oder als einzige Lösung oder so verstehen. Merci, Donc, Elisa. c'est le temps. On a une question dans le chat. Ouais, on va demander, regarde, il y a Camille qui est là, qui est en train de Ah oui, regarder Camille, aussi pardon. les commentaires Facebook. Peut-être qu'on a une question qui Oui. vient de Facebook. Wir haben, Camille ist jetzt mit uns und sie guckt, was die Leute auf Facebook gerade kommentieren und fragen. Und vielleicht gibt es da eine Frage. Donc, on nous demande sur Facebook s'il y a des pays dans lesquels on discerne un mouvement écoféministe en particulier plus qu'un autre. Pardon, s'il y a un pays S'il y a des pays dans lesquels on discerne un mouvement écoféminisme en particulier plus qu'un autre. Est-ce que finalement, selon les pays, l'écoféminisme peut j'imagine, hein, j'interprète la question, peut se présenter de façon différente. Voilà. Est-ce que vous avez noté des différences finalement culturelles et géographiques? Die Übersetzung auf Deutsch noch von der Frage. Emily, würdest du die übersetzen wollen? Weil ich bin gerade nicht sicher, ob ich sie richtig verstehe. Ja, ich würde sagen, das ist auch die Interpretation von Camille gewesen über die Frage, ob es in verschiedenen Ländern auch verschiedene Richtungen gibt beim Ökofeminismus und als Bewegung, dass sie es auch politisch vielleicht so andere Richtungen genommen haben oder andere Farben. Jeanne, allez-y. Ouais, je commence. Oui, évidemment, en fait, selon le contexte, à la fois selon le contexte géographique, culturel, mais aussi historique au cours du temps, les enjeux changent, les concepts changent, les idéaux changent. Et par exemple, pour parler de ce que moi j'ai pu voir de mes propres yeux, pendant les mois que j'ai passés en Inde, dans l'ONG de Vandana Shiva, puis dans une autre ONG écoféministe, ça a énormément remis en cause ce que je m'étais imaginé avec ma formation de féministe occidentale, européenne, être l'écoféminisme. Donc, d'un contexte à un autre, effectivement, il y a des représentations collectives qui sont tellement différentes et puis des modes de vie et donc des enjeux qui sont tellement différents qu'il y a forcément une grande disparité. Par exemple, on ne va pas du tout être écoféministe de la même manière si on vit, je ne sais pas moi, dans un centre-ville urbain en France et si on vit dans un village sans eau courante et sans électricité dans des collines en Inde. Ça ne va pas du tout être la même vie, les mêmes idées, les mêmes représentations et donc les mêmes manières de faire. Voilà. Also, wolltest du übersetzen, Emily? Non, non, bitte schön. Okay.
Also es ist auf jeden Fall, gibt es einen riesigen Unterschied, wie sich eine ökofeministische Bewegung zum Ausdruck bringt oder anfühlt, ob man jetzt zum Beispiel in einer Innenstadt in Frankreich wohnt oder eben auf dem Land ohne fließendes Wasser und ohne Strom in Indien. Und gerade auch Jeanne hat es selbst erlebt auf ihrer Reise in Indien, wie anders dort eben die Vorstellung von Ökofeminismus war und wie anders sich das dann dort eben auch im Alltag und in den Aktionen ausgedrückt hat. Et Finde, ce qui est intéressant, ouais, Yana, justement, c'est intéressant de vous poser la question et de vous relancer là-dessus sur le fait que rien que le mot écoféminisme en France et en Allemagne, même aujourd'hui, n'est pas entendu de la même façon, n'est pas adopté de la même façon. En France, c'est, on va dire, presque à la mode de se dire écoféministe, alors qu'en Allemagne, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de femmes qui vont dire comme ça, qui sont de la génération 20-30 ans, on est écoféministe. Ich gehe jetzt, um weiterzugehen jetzt mit Jana, das ist auch zwischen Frankreich und Deutschland, gibt es auch schon Unterschiede, was man so versteht unter Ökofeminismus und wer gern sagt, ich bin Ökofeministin, wie klingt es in Deutschland, zu sagen, ich bin Ökofeministin? Ich nenne mich Ökofeministin, aber vor allen Dingen, um zu provozieren. Weil ich muss sagen, ich kann nicht behaupten, dass es Ökofeminismus in irgendeiner Form Mode ist in Deutschland. Es klingt eher sehr altbacken und uncool. Ich glaube, ja, es werden irgendwie, weiß ich nicht, so alte Frauen strickend mit Möbelkeksen aus den 60ern damit assoziiert, um das Klischee zu benennen, ja. Aber ich würde auf der anderen Seite sagen, die Praxis, dieser theoretische und praktische Blick, der ist in der Klimagerechtigkeitsbewegung sehr klar. Also da ist einfach so ein Konsens des Feminismus einfach da, die Analyse der kapitalistischen Unterdrückung, die Verbindung mit rassistischen und kolonialen Ausbeutungsstrukturen, die ist da. Man nennt es vielleicht nicht Ökofeminismus, weil es eben nicht besonders cool ist, aber ich glaube, die Haltung ist da. Und um es auch nochmal kurz zu verbinden mit der Frage aus Facebook und mit der Antwort von Jeanne, ich finde, daran kann man auch nochmal voll schön sehen, die Lebensrealitäten von Frauen sind ja auch nicht gleich. Ja? Und alles andere wäre ein essentialistisches Verständnis von Frauen. Wir sind nicht per se der Natur näher, weil wir Frauen sind und weil wir die potenzielle Fähigkeit haben, ein Kind zu gebären. Und ich habe ein Kind geboren und ich kann wirklich sagen, ja, das macht nichts aus in dem Sinne. Ja, die Haltung hatte ich vorher auch schon. Also wir müssen also schauen, diese Lebensrealitäten sind unterschiedlich und deswegen sind die Ausprägungen der Bewegungen sehr unterschiedlich. Und trotzdem haben sie eben diesen verbindenden Charakter des Zusammendenkens und von verschiedenen Ausbeutungsverhältnissen. Und das ist wunderschön. Ja. Danke, Yana. Donc, effectivement, en Allemagne, l'écoféminisme le terme écoféministe n'est pas du tout à la mode, ça sonne même un peu ringard, mais Yana nous dit qu'en fait, dans la pratique, il y a des écoféministes, des personnes qui, par exemple, des personnes qui se battent pour le climat et qui relient ça aussi au féminisme, à l'antiracisme, etc., ou des féministes qui relient aussi leur combat à l'écologie. Mais en fait, la différence, c'est que les personnes ne se nomment pas écoféministes. C'est la grande différence. Et pour revenir aussi à la question qui a été posée plus tôt sur l'écoféminisme dans les différents pays, Yann a souligné que de toute façon, les réalités des femmes sont différentes et ce serait essentialiste de dire le contraire. Et c'est pour ça qu'en fait, les réalités, les pratiques des mouvements écoféministes sont si plurielles. On pourrait peut-être aller voir Axel, puisqu'il est... il y a quand même une question, il y a quelque temps que Michel avait posé une question. Oui. Elle demande quelle est vraiment la différence entre écoféminisme et écosocialisme. Alors Michel fragt, was ist wirklich der Unterschied zwischen Ökofeminismus und Ökosozialismus?
Je commence ou Yana Oui. a commencé ou... D'accord. En fait, on pourrait dire que c'est une différence d'inflexion seulement. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'écoféministes des débuts du mouvement aux États-Unis qui ont été des élèves de Murray Bookchin, donc qui est un des fondateurs de l'écosocialisme ou l'écologie sociale, et qui ont simplement, mais en même temps ça change beaucoup de choses, relu ces idées ou infléchi ces idées en mettant vraiment l'accent sur la question des rapports de genre. Donc on retrouve effectivement beaucoup de points communs, à cette différence près que dans l'écosocialisme, ce qui paraît être vraiment la lutte englobante, c'est la lutte des classes. Alors que dans l'écoféminisme, on va au contraire en tout cas, on va chercher à l'articuler ou à faire passer au premier plan les rapports de sexe que l'écosocialisme a parfois oublié ou minoré ou fait passer au second plan derrière la question de la lutte des classes. Okay, also als Zusammenfassung von dem, was Jeanne gerade geantwortet hat auf Michels Frage, oder der Hauptunterschied zwischen Ökofeminismus und Ökosozialismus besteht eben darin, dass der Ökosozialismus sich vor allem eben auch mit auf die Beseitigung der Klassenverhältnisse bezieht, während eben der Ökofeminismus sich vor allem eben auch auf die Beziehung zwischen Mann und Frau und die Gleichberechtigung der Frauen in dem ganzen sozialen Gefüge richtet, fokussiert. Dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Das war eine sehr kluge Antwort. Wir haben echt Glück heute, ne, euch beide hier zu haben. Das ist wirklich Ja. super toll. Merci. C'est génial de vous avoir avec nous ce soir parce que je pense qu'on se régale toutes là derrière l'écran. Je vois que Sylvaine vient d'apparaître. Est-ce que tu as une question, Sylvaine? Bonsoir. Je suis émue. Oui, j'avais une petite question en fait, parce que en fait, dans différents pays, on voit toujours des initiatives de femmes, au niveau du local, et est-ce que finalement ça appartient à l'écoféminisme, sans qu'elle se revendique en tant que ça, ou par exemple, j'ai voyagé au Burkina Faso et il y avait les associations de femmes en fait qui s'étaient regroupées et qui louaient un moulin pour moudre la farine, tout ça, pour simplifier leurs tâches. Et ce genre, voilà, je voulais savoir si, même si elle ne se revendiquait pas écoféministe, est-ce que c'était pas un peu ça, sur la base de, au niveau du local, il se fait quelque chose au niveau du local parce qu'il manque quelque chose au niveau de l'environnement. Et voilà, c'est ma question. Je ne sais pas si c'est très clair. Emilie, dürfte ich dich um Hilfe bitten beim Übersetzen, weil ich habe den Ton ganz schlecht verstanden. Ja, Sylvain fragt, ob alle lokale Initiativen, die Frauen machen, um dann sich auch zusammen gegenseitig zu unterstützen, und wenn es in auch bestimmte Aktivitäten ist, und sie hat das Beispiel genannt in Burkina Faso, wo die Frauen auch da zusammenkommen, um dann, wie sagt man das, autour d'un moulin, an einer Mühle Mehl zu voilà. mähen. Also wenn sie auf einmal dann so mehr malen. kooperativ und kollaborativ zusammenarbeiten, und das hat auch eine Wirkung über die Umwelt, positive Wirkung. Sie nennen sich nicht Ökofeministin, aber kann man das auch dazu nehmen? Jeanne, vous donnez déjà un peu la réponse dans votre livre. Alors, en fait, on pourrait dire qu'il y a deux stratégies face à cette question. Je vais commencer par celle qui n'est pas la mienne. Il y a certaines chercheuses ou personnes qui s'intéressent à l'écoféminisme qui considèrent qu'effectivement, on a des raisons et un intérêt de considérer comme des écoféministes à leur insu plein de femmes dans plein de pays engagées dans des mouvements ruraux ou dans des mouvements coopératifs, etc., même si elles n'utilisent pas cette étiquette.
Et par exemple, Geneviève Pruvot, qui est une professeure à l'EHESS, elle parle des écoféministes vernaculaires pour désigner des femmes qui auraient des pratiques qu'on peut considérer comme apparentées à l'écoféminisme, mais qui n'utilisent pas et sans doute ne connaissent pas ce terme-là. Cette stratégie, en fait, son but, c'est de montrer l'ampleur du mouvement, de montrer que, en fait, c'est quelque chose qui est méconnu, mais qui concerne plein de femmes dans plein de pays, et de décentrer aussi l'histoire du mouvement, en montrant que c'est pas juste un truc occidental, mais que, en fait, dans énormément de pays, il y a cette implication des femmes en faveur de l'environnement. Ensuite, la deuxième stratégie, alors, je ne sais pas si c'est une stratégie, mais en tout cas, moi, en ce qui me concerne, cette manière de faire me dérange, parce que je trouve que c'est important de prendre en compte comment les personnes se pensent elles-mêmes, comment les personnes réfléchissent et définissent elles-mêmes leur positionnement, leur action, etc. Et que si des personnes n'utilisent pas l'étiquette écoféministe, moi, ça me gêne de dire mais si, en fait, vous ne le savez pas, mais vous êtes écoféministe. Et en fait, c'est d'autant plus gênant dans certains contextes. Par exemple, justement, quand j'étais en Inde, c'est une question que je me posais souvent, c'est-à-dire, est-ce que les paysannes avec qui j'étais en relation, c'était des écoféministes ou pas, etc. Alors, beaucoup ne connaissaient pas l'étiquette, et certaines qui la connaissaient ou avec qui j'en discutais avaient vraiment des réserves très explicites, parce que la notion d'écologie et la notion de féminisme, en fait, ce n'est pas des concepts qui sont neutres historiquement et politiquement. Dans les pays qui sont des anciennes colonies, c'est souvent vu comme un truc occidental, donc un truc qui est lié à une histoire impérialiste. Par exemple, dans le contexte indien, le féminisme importé par les Britanniques a parfois été utilisé à des fins colonialistes, ou pour montrer par exemple que les Indiens, c'était des espèces de sauvages qui voilaient leurs femmes, qui enfermaient leurs femmes. Et aujourd'hui, on retrouve un petit peu ça encore, une manière de lier d'une façon un peu perverse féminisme et islamophobie, ou féminisme et manière de critiquer d'autres pays qui seraient particulièrement patriarcaux, etc. Et donc, vu la complexité de cette histoire-là, si des personnes rejettent cette étiquette parce que dans l'histoire de la colonisation, il y a une raison de le faire, ou bien si des personnes simplement ne l'utilisent pas ou l'ignorent, moi je trouve ça embêtant en fait de dire qu'elles seraient des écoféministes sans le savoir. Je trouve ça plus intéressant de voir qu'est-ce qu'elles considèrent être, comment elles pensent leur propre action et leur propre position. Wow, c'est hyper enrichissant. Ich versuche das jetzt zusammenzufassen. Also Jeanne erklärt, es gibt zwei Möglichkeiten, darauf zu antworten, also das zu sehen, weil einmal gibt es eben diese Bewegungen von Frauen in verschiedensten Ländern, gerade auch des globalen Südens, die noch nie etwas von Ökofeminismus gehört haben und die aber eben einfach dazugezählt werden, weil sie ja im Prinzip die Prinzipien beachten und danach leben. Jeanne wiederum findet das sehr kritisch, weil eben es auch sein kann, dass sie sich eben nicht wirklich damit identifizieren und dass das auch wichtig ist, wie die Personen sich selbst sehen und dass die Personen vielleicht auch aus sich selbst heraus Teil dieser Bewegung sein wollen oder ob sie das vielleicht gar wieder als etwas Imperialistisches empfinden, wenn das als etwas, was halt wieder aus dem intellektuellen, akademischen Okzident kommt und ihnen dann aufgestülpt wird, was ja dann schon wieder quasi gegen die Prinzipien des Ökofeminismus wäre. Ja, so würde ich das jetzt zusammenfassen. Darf ich eine Kleinigkeit nur ergänzen? Natürlich. Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich finde, man sieht daran so ein bisschen diesen westlichen Reflex, alles benennen und kategorisieren zu wollen. Es muss alles immer in eine Schublade rein. Ist das jetzt Ökofeminismus oder ist es das nicht? Und das ist so ein bisschen, ich glaube, für lokale Initiativen vor Ort ist das oft gar nicht, also die brauchen diese Labels nicht. Ne? Also ich finde, dass gerade auch in meinem praktischen Aktivismus merke ich halt, dass das Label wirklich nicht das Entscheidende ist, sondern es ist immer die Perspektive. Und wenn jetzt dieser Initiative in Burkina Faso gehen, die ich jetzt persönlich nicht kenne, ne, aber
Ich nehme an, da geht es eben auch darum, konkret deren Lebensverhältnisse zu verbessern und viele gemeinsame Unterdrückungserfahrungen, die die Menschen dort als Frauen machen, sie verbindet, um in diesen politischen Kampf zu gehen. Und durch die soziale Rolle, in der sie sind sie oftmals nah mit der Natur verbunden und mit naturnahen Aufgaben. Und so ergibt sich quasi eine Gemeinsamkeit. Aber ob das jetzt ökofeministische Praxis oder Widerstand ist, spielt keine Rolle. So, das ist, glaube ich, ja, der westliche Blick, der das mal gerne einordnen möchte. Donc Yana nous dit rapidement que c'est en fait un peu un réflexe occidental de vouloir tout cataloguer et mettre dans des boîtes et tout étiqueter, et qu'en fait ces personnes-là dont on parle dans les pays dits sud qui sont actives et qui ont des pratiques que certaines personnes pourraient identifier comme écoféministes n'ont pas besoin en fait de ce label, et que pour elles ce qui compte c'est ce qu'elles font concrètement, et c'est nous qui avec notre vision d'occidental essayons de mettre un tampon dessus alors que c'est pas du tout nécessaire pour ces personnes-là. Wir haben noch 10 Minuten. Il nous reste 10 minutes pour poursuivre cet échange. J'aimerais bien qu'on aille voir Axel et après on donne la parole à Jules, si c'est OK. Axel qui est en train de dessiner depuis le début en fait ce qui se passe, ce qui jaillit spontanément. Wir geben jetzt das Wort zu Axel, die seit dem Anfang auch mitzeichnet, spontan, was kommt, was sie inspiriert. Und ich hätte gern sie gehört, bevor wir auch schließen, was sie gesehen hat, was sie gezeichnet hat. Bonsoir. Alors, voilà, je suis un peu dans ma grotte en train de vous écouter, je me régale, je dessine, je suis entourée de plein de couleurs. Et j'ai commencé mon petit dessin. Donc, voici le dessin de ce soir. Je vous montrerai, il y en a... J'en ai fait même d'autres. En fait, quand tout a commencé... Hop là il veut partir. Tout a commencé par cette petite forme très simple au milieu. J'étais très émue quand j'ai écouté le générique. J'avais vraiment... donc, c'est cette première petite forme toute simple qui est sortie. Et puis après, j'ai eu envie de nous représenter. Je me dis, c'est tellement beau de voir toutes ces femmes réunies ce soir. Et donc, on surgit des petites formes très simples au départ qui formaient les silhouettes de ces personnages que l'on voit en train de danser. Des formes toutes simples où les seins sont levés. J'adore dessiner des femmes avec les seins levés parce que je revendique, je réclame qu'il est temps de lever les seins et non les poings pour changer le monde, pour en prendre soin du monde, pardon. Et puis, donc au début, c'était vraiment très simple, il n'y avait pas de couleur. Et en écoutant Elisa et parler de son livre, j'ai eu envie d'ouvrir et tomber. En fait, je dessine sans penser, donc ça vient tout seul. Hein. Il y a de l'eau qui a surgi de cette petite terre sur laquelle ces femmes dansaient. Cette eau a coulé et elle est venue former une autre, danser peut-être, avec une autre forme qui ressemblait à la première, une autre forme féminine. Et donc, vos paroles étaient aussi un flot, c'est un peu le mouvement de vos paroles qu'elles sont venues à mes oreilles, hein, telles qu'elles sont arrivées à mes oreilles avec cette danse sensuelle qu'elle formait. Je suis venue à travailler sur... mes couleurs sont venues sur ces petites femmes qui dansaient avec des couleurs de feu. Des couleurs de feu donc, qui montaient de cette petite terre. Et j'ai voulu les représenter aussi de différentes couleurs. J'ai peu de couleurs avec moi.
Et finalement, même si au début la forme était très simple, eh bien oui, on surgit des arbres, on surgit un peu l'abondance qu'on est capable de faire surgir, cette abondance d'idées qu'on a à partager. Et voilà, donc elles sont... C'était cette diversité finalement est venue transformer ces petits personnages qui continuent à être animés et je pense d'une certaine manière connectés entre elles, connectés avec la Terre. Je ne sais pas. C'est après ce qui vient, c'est à chacun d'y voir son histoire. Also ich fasse zusammen, was Axel beschrieben hat. Sie malt eben ganz intuitiv und folgt einfach ihrem Gefühl. Und zuerst kam eben die ganz schlichte Form in der Mitte, als sie das Lied ganz am Anfang gehört hat. Und nach entstanden dann die Form, als ich das Buch von Maria Mies und Vandana Shiva vorstellte und vielleicht von meinen Tränen erzählte, das ist jetzt meine Interpretation, kam dann das Wasser, was dann nach unten lief und die Frauen, die eben dann darauf tanzen. Und sie hat eben die ganze Zeit ihrem Gefühl folgend dann die Frauen getanzt, die eben mit erhobenen Brüsten auf der Erde tanzen, weil sie findet, es ist eben Zeit, dass wir unsere Brüste erheben und unsere Welt hegen und pflegen und uns darum kümmern. Und sie hat eben auch in Feuerfarben gemalt und in bunten Farben, um die Fülle, die die Welt uns quasi schenkt, auszudrücken. Alors, au niveau du temps, je voulais demander à Jeanne ou Yana, est-ce que vous auriez encore 5 minutes peut-être en plus? Comme ça, on prend la question de Jules qui voulait intervenir et on termine sur l'utopie qui va ouvrir après sur nos prochaines rencontres. Wir nehmen noch 5 Minuten mehr. Jeanne und Jana können noch ein bisschen mit uns bleiben. Dann können wir die Frage von Jules nehmen und dann schließen wir über das Thema Utopie und dann haben wir die Zeit in Ruhe. Merci beaucoup pour cet échange et pour prendre ma question. Je voulais dire un énorme merci à Jeanne pour ton livre. Il m'a donné tellement de réponses et je pense qu'il va rejoindre la liste des livres à relire tous les ans. J'avais une question, et peut-être pour tout le monde, c'est comment est-ce qu'on fait pour parler d'écoféminisme à des gens qui sont très cartésiens, rationnels, qui sont peut-être écologiques et féministes par ailleurs, mais qui ont beaucoup de mal à voir les liens et à parler de spiritualité, parce que je pense que c'est aussi quelque chose qui est important et qui apporte quelque chose. Moi, je suis toujours un peu dans un grand écart entre ces sujets-là en fonction des personnes avec qui je suis. Et c'est pour ça que je voulais vous poser la question. Merci. Also Jules fragt, wie man mit Menschen über Ökofeminismus sprechen kann, die eben eher rational und Kopfmenschen sind und eben noch nicht so viel mit dem Thema in Berührung kamen und auch mit Spiritualität oder Gefühlen noch nicht so viel anfangen können. Wie bringen wir dieses Thema mit solchen Menschen auch näher? Yana commence ou... Je pense que c'est une question pour toi. Alors, ja, also ich kann auch was dazu sagen und dann bin ich aber auch gespannt, was du sagst. Ich glaube, es ist eine total spannende Frage. Ich glaube, es ist wie immer mit solchen Dingen, wie bringt man etwas rüber zu einer Person, die damit gar keine Verbindungen hat. Das ist ja auch in anderen Bereichen auf jeden Fall so. Ich finde schon, dass man auch die ökofeministischen Schriften, es gibt eben auch diesen sehr spirituellen Zweig. Ich selbst würde mich auch als sehr spirituellen Menschen bezeichnen, aber ich muss das nicht immer zeigen. Und ich finde, es gibt sehr, sehr klare analytische Verbindungen, die ich aufzeigen kann, zwischen diesen verschiedenen Ausbeutungsverhältnissen, zwischen wie der Mann ins Zentrum der Welt gestellt wird und wie der Mensch ins Zentrum der Welt gestellt wird. Das kann ich, oder der weiße Mensch. Und das kann ich jemandem sehr klar benennen und eben sagen, wie ich all das zusammendenke und das nicht unabhängig, zufällig, ähnlich, unabhängig voneinander existiert, sondern klar zusammenhört. Für mich ist das nicht
nur über den spirituellen Zugang erklärbar, ganz im Gegenteil. Es ist etwas ganz klar Nachvollziehbares. Alors, Yana nous dit que pour des gens qui sont très cartésiens, on n'est pas forcément obligé d'aller de parler de spiritualité ou de choses qui leur comment on dit, les freineraient un peu. Et en fait, qu'il y a des analyses et des théories très claires sur l'écoféminisme et plutôt aller peut-être de ce côté-là, parce que ça fait aussi partie de l'écoféminisme, plutôt aller de ce côté-là avec des personnes très cartésiennes plutôt que de rentrer dans la spiritualité. Peut-être que ça peut aider. Oui, il me semble qu'effectivement, c'est plus prudent et sans doute plus efficace. Et c'est vrai qu'en fait, bon, si on schématise, on peut dire qu'en gros, les écoféministes états-uniennes, il y en a beaucoup chez qui la spiritualité est importante. Starhawk, voilà, des théologiennes, ou chez qui il y a à la fois toute une recherche spirituelle et des pratiques, des coven, etc. Mais que dans les autrices européennes, il y a eu souvent en fait plus un cadre d'analyse politique, matérialiste, assez classique, avec des concepts marxistes. Voilà, par exemple, Maria Miss, elle, à ma connaissance, je ne vois pas du tout de texte où elle évoquerait des histoires de déesses, etc. Donc c'est vrai qu'on peut tout à fait faire comprendre les injustices environnementales entre les sexes, la pyramide du capitalisme patriarcal, sans faire référence à des questions de spiritualité. Après, en ce qui concerne la spiritualité, si on a envie de l'évoquer, il me semble que présenter ça comme une démarche poétique, c'est une manière qui peut faire comprendre en quoi c'est pas juste un truc irrationnel ou farfelu. En fait, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, c'est plutôt une anomalie, une époque ou une civilisation qui soit coupée de quelque chose d'aussi profondément humain que la spiritualité. Et en même temps, c'est vrai que nous, surtout dans le contexte français, ça nous paraît la norme. Mais par exemple, quand on voyage, par exemple, pour moi, là, ça a été aussi un des trucs super marquants en Inde, c'est qu'au moment où j'étais dans l'ONG de Vandana Shiva, il y avait évidemment beaucoup d'employés indiens et indiennes, et il y avait beaucoup d'Américains et d'Américaines. Et ils parlaient tous d'énergie, de Dieu et de déesse, etc. Moi, j'ai eu une éducation complètement athée, hyper anticléricale et tout. Et en fait, là aussi, le voyage, même hors d'un contexte écoféministe, quand on va dans d'autres pays, on s'aperçoit qu'en fait, c'est plutôt nous, les Français, qui avons une sorte qui sommes dans une situation hyper bizarre et anormale, en fait, à être coupés de la spiritualité. Donc déjà ça, voilà, le voyage, ça amène à replacer la spiritualité au cœur de l'existence humaine, ou en tout cas à voir que c'est une dimension importante de l'existence humaine. Et si tu ne peux pas forcer la personne à voyager tout de suite, que tu es juste en train de discuter, voilà, amener ça sous l'angle de la poésie, il me semble que ça peut faire comprendre ou faire accepter en quoi c'est quelque chose qui est lié à l'esprit humain sans qu'il y ait besoin d'y croire factuellement. Ja, also so als Zusammenfassung findet Jan es eben auch, wie hat sie gesagt, vorsichtiger, das eben mit auch den rationalen Ökofeminismus-Texten dann eben zu machen, wie zum Beispiel Maria Mies, die eigentlich nur sehr rationale Analysen von allen Zusammenhängen, die den Ökofeminismus betreffen, anstellt und nicht einmal irgendwie ein Wort wie die Göttinnen oder sowas verwendet. Und gleichzeitig ist es aber eben auch interessant, wenn man das jetzt auch mit rüberbringen möchte, eben, dass es auch diese spirituelle Komponente gibt, eben gerade auch in den anderen Ländern, wenn man reist, weil Jeanne eben diesen Aha-Effekt hatte, als sie in Indien in der ONG von Vandana Shiva war, wo eben viele Inderinnen und Amerikanerinnen die ganze Zeit über Energien redeten und sie dann so
dazu kam und nicht wusste, was das jetzt alles soll, aber feststellte, dass eigentlich vielleicht auch so dieses Rationale gar nicht die Normalität ist. Dass wir da vielleicht gerade in Europa auch so die Ausnahme sind, dass wir diese Verbindung gar nicht spüren, sodass man das vielleicht auch mit Offenheit dann, wenn man das über Reisen kommunizieren möchte, quasi zeigt, guck mal, in anderen Kulturen, da gehört das irgendwie dazu und dass man das dann erstmal vielleicht so ein bisschen beobachten kann. Und sie empfiehlt ansonsten eben auch die Poesie, die eben auch helfen kann, die quasi vielleicht ins Gefühl zu kommen, ohne dass man jetzt an etwas Bestimmtes glauben muss. Ja. Et c'est génial qu'on termine sur la poésie parce que justement, nous, on aimerait inviter aussi les personnes de ce cercle à écrire avec nous. Le mois prochain, pour la nouvelle lune, on va proposer un atelier d'écriture aussi autour des utopies. Et c'est quelque chose, la poésie, qui peut vraiment après encourager peut-être à l'action, en tout cas, moi je l'espère. Es ist sehr schön, dass wir auch mit der Poesie schließen können, weil wir wollen auch euch einladen, mit uns zu schreiben. Wir werden nächsten Monat auch kleine Sessions zusammen machen, für die Lust haben zu schreiben. Und da wollen wir auch projizieren und zusammen träumen, zusammen schreiben und über Utopien reden. Et en fait, c'est là où on arrive à l'utopie écoféministe pour terminer notre discussion, parce que nous, on a envie de projeter. Vous avez dit tout à l'heure, Jeanne, en fait, que c'est peut-être un petit peu passé aussi dans le temps, rêver une utopie qu'on ne fera jamais, mais moi, j'ai l'impression que ça peut rester un outil quand même très, très fort parmi la palette proposée dans l'écoféminisme de projeter des utopies. Wie kann man auch unsere eigenen Utopien vielleicht weiter projizieren? Ist es etwas, was uns weiter auch inspirieren könnte? Also wir sind davon überzeugt, aber wie geht ihr mit Utopien um und mit ökofeministischen Utopien um, euch beide, Jeanne et Jana? Jana, tu veux commencer? Ich kann, comme tu veux, ich kann anfangen, ich glaube, ich kann es auch ganz kurz Utopie und warum ich auch glaube, dass wir das brauchen, weil wir brauchen ja wohin soll es gehen? Wofür lohnt es sich? Wie könnte es anders sein? Wie können wir diese ganze verrückte Situation, absurde Situation, wie sie jetzt ist, die wir manchmal für normal halten, eigentlich überwinden? Und ich glaube, der Punkt liegt für mich in der Punkt einer ökofeministischen Vision ist der von Respekt, von Achtsamkeit, und auch Sorge um sich selbst und für andere. Ich möchte, dass wir in einer Welt leben, in der wir uns beginnen, selber zu respektieren, indem wir beginnen, uns als Teil von anderen zu betrachten, zu wissen, dass wir zueinander gehören, dass wir auch alle aus dem gleichen Sternstaub gemacht sind. Und wenn ich Respekt und Achtsamkeit und Sorge habe, dann reiße ich nicht den Boden dieses Planeten auf, um Ressourcen rauszuholen, nur um ein paar Millionen auf meinem Konto zu haben, dann behandle ich nicht andere Menschen schlechter oder grenze sie aus, weil sie eine dunkle Hautfarbe haben. Und wenn ich Respekt und Achtung habe, dann behandle ich Leute auch nicht anders wegen ihres Geschlechts und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist für mich ganz zentral, dass wir diese Haltung lernen. Und da müssen wir hin. Und dafür braucht es dann politische Lösungen und soziale Aushandlungsprozesse, um da hinzukommen. Ja. Donc, pour Jana, l'essentiel, c'est de créer et de vivre dans le respect et dans l'attention envers les autres personnes. Et c'est en fait la base de tout. Et c'est ça qui nous permettra par exemple, pas discriminer sur le genre, la couleur de peau, etc. Et pour ça, il faut des actions politiques. Ça me donne des frissons. Allez-y, Jeanne. Oui, c'est vrai que sur la question de l'utopie, je trouve que c'est assez ambivalent. À mon avis, en fait, il y a deux usages différents de l'utopie qui ont des conséquences complètement opposées. Soit on peut utiliser l'utopie pour fuir la réalité.
et pour fuir ses responsabilités face à la réalité, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus tripant d'imaginer des utopies et d'écrire des utopies que d'agir politiquement ou pratiquement au jour le jour. Et cet usage-là de l'utopie, il me paraît contre-productif. Voilà, s'il s'agit. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été beaucoup reproché à l'écoféminisme. Par exemple, Janet Biel, qui a écrit un livre qui s'appelle Rethinking Ecofeminist Politics. Elle écrit dans ce livre qu'elle a cru au début à l'écoféminisme, qu'elle a cru que c'était un projet prometteur et que finalement, elle n'y croit plus du tout, notamment justement parce que selon elle, l'écoféminisme, au lieu de vraiment prendre en charge l'action politique, la réflexion et l'action au niveau de l'État, au niveau des institutions, etc., s'est réfugié dans l'utopie, dans le culte de la déesse, dans des choses en fait qui ont fait marcher vraiment l'imaginaire et pas tellement le rapport au réel. Donc ça serait un usage de l'utopie qui serait contre-productif. En revanche, peut-être qu'un usage de l'utopie qui est utile, c'est de l'utiliser un peu comme fuel, enfin, ou comme source d'énergie. Parce que quand on lit beaucoup de choses autour de l'écologie et autour des violences envers les femmes, etc., ça produit une forme de découragement ou de désespoir vraiment intense. Enfin, aujourd'hui, on parle beaucoup d'éco-anxiété. Joanna Macy, dans le texte dont on a parlé tout à l'heure, dont Hélène a parlé, parle de désespoir environnemental. Et c'est vrai qu'on peut se retrouver avec une espèce de sentiment d'impuissance totale qui donne juste envie de baisser les bras. Donc peut-être que dans cette mesure-là, l'utopie en tant que ce qui peut donner quand même un espoir, un horizon, des images enthousiasmantes pour contrebalancer toutes les raisons de désespérer peut être utile. Mais je crois qu'il faut vraiment ne jamais l'utiliser pour esquiver le réel et toujours se demander, voilà, même si c'est beaucoup moins exaltant, aujourd'hui, dans mon quotidien, à mon échelle, dans telle association ou dans tel métier ou dans telle relation ou dans tel parti politique, qu'est-ce que je peux faire concrètement? Zuerst die Frage, hört man mich noch? Weil meine Kopfhörer auf einmal aus. Okay. Also die Zusammenfassung von Jeanne ist auch wieder sehr bereichernd. Sie sagt, es ist wichtig, eben die Utopie, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, Utopien zu nutzen. Einmal, um eine Weltflucht also um quasi vor der Welt zu flüchten, vor der Realität zu flüchten, weil es eben sehr schöne Gefühle macht, in Utopien zu schwelgen und sich eine andere Welt vorzustellen. Aber da ist eben die Gefahr, dass man sich auch in dieser Utopie verliert und bei der Vorstellung bleibt, weil man jetzt sagt, okay, man macht jetzt halt nur noch mit der Imagination quasi die neue Welt. Und gleichzeitig ist aber die Utopie eben auch ein ganz tolles Mittel, gerade weil sie eben so positive Energien freisetzt, um überhaupt aktiv zu werden und aus dieser Ohnmacht herauszukommen, die eben die Realität uns vermitteln kann, wenn wir uns eben angucken, wie auch in dem Text, der auch Hélène berührt hatte von Joanna Macy, wie ernüchternd das eben ist zu sehen, was alles schon an Zerstörung und Vernichtung gerade stattfindet, wie das immer weitergeht. Und dass eben da es ganz toll ist, wenn man die Utopie eben als eine Art Treibstoff nutzt, um eben in Gang zu kommen und sich dann konkret zu fragen, okay, wo setze ich denn diese Energie jetzt hier ein, um wirklich was zu machen und aktiv zu werden. Und ich glaube, genau das ist auch ein perfekter Übergang für uns, weil das ist auch unsere Art, wie wir die Utopie in der Ökofeminothek in unserem Schreibworkshop dann auch quasi benutzen möchten. Benutzen ist jetzt kein schönes Wort dafür, aber ja, mir fällt gerade kein anderes ein. Merci Elisa, merci à toutes et à tous pour vos questions et vos réponses super enrichissantes. Danke an alle für Ihre so interessante Fragen und Antworten. Also für den nächsten Kreis hoffen wir vom ganzen Herzen eine Hybridveranstaltung machen zu können mit dem ganzen Team oder ein paar Leute von dem Team hier in Berlin zu machen.
pour le prochain cercle de l'Ecoféminothèque. On espère de tout cœur pouvoir faire un événement un peu hybride où on aurait quand même une partie de l'équipe qui se retrouverait ici à Berlin. On a pour la prochaine fois une petite question pour vous. Vous pouvez répondre rapidement dans le chat. Est-ce que vous préférez avoir une liste de 2 ou de 3 livres à lire, sachant que personne n'est obligé de lire tous les livres, mais qu'est-ce qui vous plairait le plus? Wir haben erstmal eine Frage. Also möchtet ihr lieber eine Liste von 2 oder von 3 Büchern fürs nächste Mal und die nächsten Male haben? Also ihr müsst gar nicht alle Bücher lesen, aber was passt am besten für euch? Ihr könnt das gerne im Chat schreiben. En attendant, on vous a quand même préparé 3 livres parce que certaines personnes sont quand même gourmandes. 3 livres à lire au choix pour la prochaine fois. Notre prochain thème, en fait, ce sera sortir des systèmes d'exploitation. Also wir haben trotzdem für euch 3 Bücher vorbereitet, die ihr lesen könnt fürs nächste Mal. Unser erstes Thema, also nächstes Thema ist raus aus den Ausbeutungssystemen. Donc, le premier livre, c'est un roman écrit par la Guadeloupéenne Maryse Condé. C'est Moi, Tituba, sorcière noire de Salem, que j'ai ici sur ma petite Kindle. Et ensuite, le nouveau livre de Emilia Roig, qui est la fondatrice du CIJ à Berlin, le Center for Intersectional Justice. Son livre s'appelle Why We Matter. Et c'est un livre qui est sorti en allemand, mais qui sera sûrement très bientôt traduit en français et ou anglais et peut-être d'autres langues. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour se procurer pour les personnes qui ne parlent pas allemand. Also das erste Buch ist ein Roman von der Guadeloupeanerin Maryse Condé, Ich, Tituba, die schwarze Hexe von Salem. Und der wurde auf Französisch geschrieben, aber ist auch auf Deutsch erhältlich. Und als zweites Buch haben wir ein Buch von Emilia Roig, die ist die Gründerin von den CIJ in Berlin, das Center for Intersectional Justice. Und das Buch heißt Why We Matter und wurde auf Deutsch veröffentlicht. Et en option, on a donc un troisième livre qui est un grand classique de l'écoféminisme, c'est Caliban et la sorcière de Silvia Federici, je ne sais pas si je prononce bien. Als Option haben wir auch ein drittes Buch für euch und das ist ein Klassiker des Ökofeminismus und zwar Caliban und die Hexe von Silvia Federici. Merci à toutes d'avoir été avec nous ce soir. On espère vraiment grandir d'ici avril afin d'avoir plus de possibilités depuis Berlin car on a aussi le projet d'aller visiter des lieux forts de l'écoféminisme et du mouvement féministe à Berlin, genre les archives qui détiennent l'histoire écoféministe à Berlin. On vous tiendra au courant, c'est promis. Danke an alle, die heute Abend mit uns, bei uns waren. Wir hoffen, bis April wachsen zu können, mehr Möglichkeiten in Berlin bekommen zu können. Denn wir haben ein super Projekt, das darin bestehen würde, Ökofeminismus-Orte in Berlin zu besuchen, also Orte von der Geschichte von Berlin. Und das wäre wirklich toll. Wir halten euch auf dem Laufenden. Merci beaucoup à Susan et Elisa pour la traduction de rêve que vous avez faite. C'était fantastique. Vielen, vielen Dank an Elisa und Susan für die tolle Übersetzung. Das war ein Geschenk für uns alle. Danke sehr an euch. Et n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires pour nous dire ce qui vous a plu et si vous avez des questions ou ce qu'on pourrait peut-être améliorer pour les prochaines fois. Et merci beaucoup surtout et aussi à nos 2 invités ce soir qui m'ont vraiment enthousiasmé, moi personnellement. Zögert nicht, uns Kommentare dazulassen und uns zu sagen, was wir vielleicht verbessern können oder was euch gefallen hat oder wenn ihr noch Fragen habt. In der Facebook-Gruppe, dann können wir da auch noch antworten. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an unsere beiden Gästinnen heute Abend. Es war wirklich sehr bereichernd für mich persönlich. Ich bin ganz begeistert von den Perspektiven, die mir das jetzt auch heute nochmal eröffnet hat. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Dankeschön. Merci pour l'invitation. Et en tant que marraine, alors je souhaite longue et heureuse vie à l'Ecoféminothèque. Jeanne wünscht uns ein langes und glückliches Leben als Tierquartier, unsere
wie Patin, sagt man auf Deutsch, ist. Ja, Alors, on voulait aussi préciser que cette soirée a été rendue possible grâce à Positive Lab Berlin, donc qui est une association qui est soutenue par le Fonds citoyen franco-allemand, et aussi grâce à Anya et Meet, qui est notre fantastique partenaire technique et qui sont très engagés dans la cause. Donc, merci beaucoup à toi, Anya, et à toute l'équipe de Meet. Also dieser Abend wurde dank Positive Lab Berlin ermöglicht. Das ist einem vom deutsch-französischen Bürgerfonds unterstützten Verein. Und auch dank Anja und das ganze Team von Meet, unserem fantastischen technischen Partner, der sich für die Sache Ökofeminismus sehr engagiert. Merci, prenez soin de vous. On espère se retrouver dans 2 mois et on vous laisse au son de Diana Romero pour partir en douceur. Belle pleine Lune à toutes et à tous. Wir hoffen, dass wir uns in 2 Monaten wiedersehen. Achtet auf euch selbst, auf die anderen, auf die Planeten. Und wir verabschieden uns mit der Musik von Diana Romero, um euch sanft zu verlassen. Schöne Vollmond an allen. Ciao. La tierra, la tierra te habla, su vientre canta. La tierra está viva, vibrando, respira. Esa la tierra, la maestra, la tierra. Esa la tierra, madre abuela, la tierra. Oxumaré,